franceinter.com. Ceux qui aiment la chasse en tireront grand profit. Ils y gagneront la santé du corps, une meilleure vue, une ouïe plus fine et par-dessus tout, c'est un excellent entraînement pour la guerre. Xénophon, 375 avant Jésus-Christ. « 2000 ans d'histoire », Patrice Gélinet. La chasse est aussi vieille que les hommes lorsqu'avant l'invention de l'agriculture et de l'élevage, elle était pour eux, avec la cueillette, le seul moyen d'assurer leur subsistance. Puis elle est devenue un loisir, un sport, et même, disait Xénophon il y a déjà 2600 ans, un excellent entraînement à la guerre. Privilège exclusif de la noblesse jusqu'à la Révolution française, la chasse s'est désormais démocratisée et permet aujourd'hui à 1 400 000 chasseurs en France de se livrer à leur passion tous les ans à l'ouverture de la chasse. Premier coup de fusil, surtout pour le symbole. Maxime a passé la nuit dans sa hutte et à l'heure de l'ouverture, très peu de gibier dans le viseur. Bon, c'est pas grave, hein. C'est le plaisir de venir en baie, puis regarder le paysage et puis voir un peu de gibier voler quand même. Mais je peux pas tirer une cartouche, c'est pas grave. Même constat pour Michael, un seul oiseau sur son tableau de chasse. Responsable désigné, la date d'ouverture bien trop tardive selon les chasseurs. C'est des oiseaux qui se sont reproduits, qui ont eu des jeunes cette année. Donc les jeunes volent déjà depuis un petit moment et sont déjà partis en migration pour rejoindre déjà les pays du Sud. Quand la chasse elle ouvre, les oiseaux sont déjà partis. Et quand la chasse ferme, les oiseaux sont pas encore revenus. Je me rappelle avant, on chassait le 14 juillet. C'est incroyable le monde qu'on voyait pour venir pratiquer la chasse au gibier d'eau. De ce que je vois là maintenant dans la baie, il n'y a presque plus de chasseurs. Et la chasse fermera le 31 janvier 2011 dans toute la France. Il était 5 heures du matin, on avançait dans les marais, couverts de brume. J'avais mon fusil dans les mains, un passereau prenait au loin de l'altitude. Les chiens pressés marchaient devant dans les roseaux. Par-dessus les temps, soudain j'ai vu passer. André Corvol, bonjour. Merci à vous de m'avoir invité. Merci. Vous venez de publier chez Perrin une histoire de la chasse depuis la Renaissance, à l'époque où elle n'était plus depuis longtemps le moyen qu'avaient nos plus lointains ancêtres pour se nourrir, pour se vêtir aussi d'ailleurs avec les peaux de bêtes qu'ils chassaient. Et elle commençait à devenir un loisir réservé à quelques privilégiés. Alors si ce privilège a disparu, vous le rappelez, la chasse reste très impopulaire. Le chasseur et la chasse ont toujours eu une très mauvaise réputation. Oui, parce que ils enlèvent la vie à un animal qui est beau, sauvage, rebelle à l'autorité de l'homme, bref, qui échappe à la volonté de maîtriser la nature. Et on fait porter aux chasseurs l'image du fait que la chasse est privilégiée, ce qui revient longtemps dans les cahiers de doléances, alors qu'en réalité, il existait des chasses populaires qui étaient accordées aux populations habitant dans les provinces qui avaient été récemment annexées, ou encore dans des bourgeoisies de villes qui avaient payé pour cela un droit particulier. Mais aujourd'hui, c'est la chasse elle-même qui est critiquée. D'abord parce que beaucoup des arguments qui servaient à la justifier ont disparu. On n'a plus besoin du gibier pour se nourrir. Il y a l'élevage, il y a l'agriculture. Il y a la tradition aussi que l'on refuse d'admettre. Par exemple, lorsque on critique la chasse à la palombe dans le sud-ouest, ou encore la chasse... Alors, autre argument qui a disparu, la chasse aux animaux nuisibles, qu'on appelle aujourd'hui des proliférants. Mais c'est vrai qu'elle était souhaitée, la chasse, par ceux qui pouvaient craindre les effets destructeurs des loups ou des ours. Oui, il y a les deux axes. D'une part, lutter contre les animaux sauvages qui sont des féroces et qui donc peuvent attenter aux personnes, et lutter aux animaux dits nuisibles qui attentaient aux récoltes.
Et pendant longtemps, faute de connaissances, on ne distinguait pas d'ailleurs les oiseaux insectivores qui avaient un rôle utile et les oiseaux granivores qui, eux, avaient un rôle nuisible. Donc les paysans réclamaient le droit de chasse pour défendre à la fois leur personne et leur récolte. Et évidemment, lorsqu'ils étaient dans des zones où la chasse était uniquement privilégiée, ce qui était le cas dans le Val-de-Loire et dans l'Île-de-France, ils prenaient très très mal les contraintes que ce loisir que représentait la chasse faisait peser sur leurs activités. Car à l'époque, il n'y avait pas ou peu d'indemnités données pour les dégâts agricoles. Alors les mentalités ont évolué depuis cette époque, comme d'ailleurs les méthodes de chasse. Le fusil, par exemple, qui est le plus couramment utilisé aujourd'hui, n'apparaît que très tard dans l'histoire de la chasse, André Corvol. Oui, il prend la suite des perfectionnements apportés à l'arquebuse. Le fusil au XVIIe siècle reste extrêmement cher. Et de plus, il pose un problème, je dirais presque moral, aux chasseurs de l'époque. Les chasses qui sont appréciées sont des chasses de contact, où l'on va vers l'animal, où l'on poursuit l'animal. La chasse à court. La chasse à court, je dirais même la chasse aux toiles, la chasse au vol, c'est-à-dire les derniers instants sont un tête-à-tête entre le chasseur et l'animal, alors que le fusil permet de chasser à distance. Donc il y a beaucoup de chasseurs qui réprouvaient au XVIIe siècle ce moyen, qui en plus était coûteux parce que technologie nouvelle, donc prix élevé. Et Louis XIV, lui, a tout de suite apprécié ce moyen. Et naturellement, ce que le roi fait étant forcément bien, tous les courtisans ont suivi et derrière eux, l'ensemble de la noblesse. Et c'est ce qui a fait disparaître une chasse très répandue autrefois, qui était la chasse au vol, c'est-à-dire au faucon. Volk, attire-le par ici et serre-toi de ton leurre. Ce maudit faucon ne sait jamais ce qu'il veut. J'ai trouvé ces braconniers dans la vallée, ici. Ce ne sont pas des braconniers, monseigneur. Avec un couple de cerfs, Renaud. Tu as dit 2? Oui, sire. Les cerfs étaient déjà morts quand ils les ont trouvés. Ils étaient attachés tous les deux par les cornes. Ces gens étaient sans viande, c'est certain. Les frisons ont égorgé tout le bétail du village. La forêt appartient au seigneur. Ces gueux mériteraient qu'on leur coupe à la main droite et le bras gauche. La forêt appartient au duc. C'est à nous de la protéger. Tuer les serfs du duc est un crime grave. Assez! Ça ne se reproduira jamais. La forêt appartient au seigneur, c'est-à-dire en fait, et pendant des siècles c'était le cas, la chasse était réservée à l'aristocratie, André Corvol. Tout à fait. La chasse est un privilège qui appartient au roi et à l'ensemble de ses pairs, c'est-à-dire à la noblesse qui possède l'essentiel des forêts. Et donc, dans ces forêts, certaines bêtes sont réservées absolument à la chasse nobiliaire. Ce sont les bêtes rousses et les bêtes noires. Bêtes rousses, par exemple, le cerf. Bêtes noires, le sanglier à partir d'un certain âge, car ce sont des chasses qui sont dangereuses. Comme il arrive un moment où on est en tête-à-tête avec l'animal, l'animal se défend. C'est un animal qui sait fuir, qui sait dérouter les poursuivants. Et donc tout l'intérêt de la chasse est dans le travail des chevaux et des chiens. Mais c'est également au dernier moment un animal qui se tourne contre le chasseur. Et là, les accidents sont fréquents. On disait que au sanglier, blessure de barbier, au cerf, blessure de bière, c'est-à-dire de cercueil, car le cerf embroché, le sanglier coupé. Donc on a affaire à des animaux de grande taille qui sont recherchés pour leur trophée, car c'est ce trophée qui montre la gloire et l'obstination du chasseur, mais c'est également ce trophée qui représente la composition dangereuse de ces chasses. Alors évidemment, avec l'utilisation progressive du fusil, l'aspect danger tend à diminuer. Encore que pour la vénerie, au dernier instant, on serre le cerf, c'est-à-dire que on le
termine, on l'achève à l'arme blanche. Alors une chasse interdite aux paysans avec une ordonnance que j'ai sous les yeux, je crois qu'elle date de 1396, la chasse détourne du labourage et du commerce et rend fainéants les vilains. Autrement dit, c'était l'argument qui interdisait par exemple aux paysans qui comportaient la majeure partie de la population de pouvoir chasser. Oui, le paysan est chargé de travailler la terre. Il n'est donc pas question qu'il soustrait une partie de son temps pour ce qui est considéré comme un loisir. C'est considéré comme un loisir du côté du noble, du côté du paysan. Ce serait considéré comme un moyen de protéger ses récoltes. Il y a donc là une opposition qui est complète entre les intérêts du paysan et les intérêts du noble, avec certaines limites quand même du côté du noble. Il ne peut pas laisser quand même les récoltes dégradées, puisqu'il est rétribué sur le travail du paysan et sur les récoltes. Donc il faut aussi qu'il soit capable de protéger les revenus agricoles, et par conséquent, il faut qu'il contribue à la régulation du gibier dont ces paysans pourraient souffrir. Et là, il y a une difficulté parce que les animaux que les nobles aiment chasser ne sont pas forcément les animaux que les paysans voudraient que le noble chassât. Et le paysan qui n'a plus pour chasser qu'un seul moyen, on l'a entendu dans l'extrait de film précédent, c'est le braconnage, très sévèrement puni, en tout cas au début. André Corvol. Oui, il est très sévèrement puni, tout au moins au début, mais nous possédons les registres et on s'aperçoit que si par exemple dans les cahiers de doléances on parle beaucoup de l'action contre le braconnage et du montant des amendes, en réalité la verbalisation est beaucoup plus importante concernant les délits forestiers que les délits de chasse. De plus, les amendes étaient rarement perçues pour la bonne et simple raison que les braconniers étaient insolvables. En plus, ils avaient souvent la complicité des gens du village parce qu'ils leur fournissaient du gibier. Ajoutons quand même que la consommation du gibier, chez les paysans comme chez les nobles d'ailleurs, représente très peu. L'essentiel de l'alimentation carnée repose, comme vous le disiez au début, sur la viande d'élevage et non pas sur la viande sauvage. Alors cela dit quand même, jusqu'à Louis XIV, ça pouvait même aller jusqu'à la peine de mort, hein, la punition du braconnage, du braconnier, peine de mort qui disparaît sous Louis XIV. Louis XIV qui était un grand chasseur comme son ancêtre Henri IV. C'est un ouvrage de vénérie fort rare. Parfait. Figure-toi que ce paysan de Navarre s'est mis en tête d'en remontrer à toute la cour en matière de chasse au vol. Il trouvera là de quoi s'instruire. J'ai trouvé chez toi un trésor. C'est le plus bel ouvrage de vénerie que je connaisse. Tu étudies en secret pour m'éblouir à la chasse de demain, hein? Vous êtes monté en chasseur de daims, monsieur. Vous savez cependant que c'est une chasse au vol que nous faisons aujourd'hui. Quand vous aurez débouché le gros des conjurés, faites sonner la lalie. Nous vous rejoindrons avec la chasse pour la curer. En route, messieurs! Chassons du gros gibier aujourd'hui. Allez, vous autres, allez! Allez, écoute. Ça, c'est le relais. 2000 ans d'histoire, Patrice Gélinet. Les rois de France, vous le rappelez André Corvol, étaient passionnés de chasse. Ils chassaient la plupart du temps, c'était leur principale distraction. Ils chassaient même tellement qu'on se demande comment ils ont pu gouverner la France. Il y a des rois comme Louis XIII qui ont chassé tous les jours et qui ont pratiqué toutes les chasses. À partir de Louis XIV, c'est vrai que c'est surtout la chasse aux cervidés avec lui, et que s'il maintient par fidélité pour son père les crédits pour la chasse au vol, celle-ci compte quand même beaucoup moins. Mais sous Louis XIII, la chasse au vol, par exemple, était une passion dévorante. Alors, à vous dites de Louis XIII, les traités de vénerie lui servirent à commenter les images et à retenir l'alphabet. Autrement dit, il apprenait à lire dans les traités de vénerie. Il a appris à lire dans les traités de vénerie, et cela à partir de l'âge de 3-4 ans, puisqu'on est très bien renseigné sur l'enfance du petit Louis XIII grâce au journal tenu au jour le jour. Et le petit Louis XIII ne pensait absolument qu'à ça. C'est vrai qu'il avait été d'ailleurs bien éduqué en la matière par son père Henri IV.
Et même un de ses aïeux. Vous vous rappelez quand même que le premier traité de vénerie, au fond, le premier livre de chasse, c'était Gaston Phébus, le comte de Foix. C'est celui du comte de Foix, donc l'ancêtre des Bourbons. La dynastie précédente, celle des Valois, y compris François Ier, ont également beaucoup chassé, mais tous les Bourbons en ont fait autant. Et je dirais que ça caractérise toutes les familles régnantes d'alors, même si les rois de France se caractérisaient par une assiduité particulière à la chasse. Les Habsbourg, par exemple, ont moins chassé que les rois de France. Mais c'est vrai que les rois de France bénéficiaient des grandes futaies feuillues du Val-de-Loire et de l'Île-de-France. Ils avaient donc un domaine de ce point de vue-là qui était particulièrement attractif. Mais c'est vrai que c'est Henri IV qui a été le plus privilégié, puisque lui, non seulement il a connu par son enfance les grandes forêts du Val-de-Loire et de l'Île-de-France, mais en plus il a connu dans son adolescence l'ensemble des forêts de montagne de la Navarre. Et il regrettera toujours le caractère, je dirais, musclé de ces chasses à l'ours. Et d'ailleurs, la population de l'ours a beaucoup diminué à cause d'Henri IV, qui a offert des chasses à l'ours lorsque Catherine de Médicis est allée en visite dans les États de Guyenne, puis ensuite de Navarre. La population des ours a beaucoup souffert de ce séjour, à la fois de Catherine et du futur Henri IV. Oui, Catherine, vous rappelez quand même, je rappelle que vous-même, vous le dites au début de votre livre, André Corvol, n'êtes pas chasseresse, mais que les femmes sont très absentes de la chasse. Il y a eu quelques exceptions près, à quelques exceptions près, il y en a qui s'y sont intéressées, en effet. De ce point de vue-là, il y a un changement. Les femmes de l'aristocratie chassaient, mais elles chassaient essentiellement au vol, c'est-à-dire qu'elles regardaient les évolutions de leur rapace, essentiellement le faucon, et c'était une occasion de montrer également leurs beaux atours, car il y a un aspect d'apparence dans cette chasse au vol féminine. Toutes les reines de France, et les dames de leur cour également, ont adoré la chasse à cour. Mais par contre, progressivement, à partir du XVIIIe siècle, la chasse au vol n'est plus à la mode, même chez les femmes, et beaucoup de femmes se contentent de suivre la chasse à cour à carrosse. Cela dit, certaines femmes sont de grandes chasseresses. Je ne suis pas sûre que Mademoiselle de Fontanges aurait séduit Louis XIV si elle n'avait pas été une grande chasseresse. Évidemment, quand elle était à cheval, on ne voyait pas qu'elle avait un pied beau qui lui nuisait grandement dans une salle de bal. Alors Louis XIV, Louis XV aussi, qui était un grand chasseur, et Louis XVI, qui chassait même le jour de la prise de la Bastille, 3 semaines avant l'abolition des privilèges, qui allait marquer un tournant dans l'histoire de la chasse. La parole est à monsieur le vicomte de Noailles. Messieurs, ce n'est pas une constitution que nous ont demandé les communes, mais la suppression ou la transformation des droits seigneuriaux. Pour éteindre l'incendie qui se propage de ville en village, je ne vois que l'égalité devant l'impôt. La suppression des corvées et des servitudes. Et l'abandon pur et simple des privilèges ecclésiastiques. Et moi, je demande l'abolition du droit exclusif de colombier. Je propose la suppression du droit exclusif de chasse. Bravo. Pour nous si grande rudesse, tant de mépris, laissons-les tous en faire accroire, prendre l'état. En attendant, nous allons boire au tiers état. Et le tiers-État qui obtient le 4 août 1789 la suppression d'un privilège qu'il souhaitait voir supprimé depuis longtemps, qui était le privilège exclusif de la chasse. Et alors ça a entraîné, alors là, à ce moment-là, tout le monde s'est senti chasseur en France, et on a cette période de 89, vous le dites, André Corvol, a été la Saint-Barthélemy des lapins.
Et oui, les lapins, ce sont des nuisibles qui faisaient de gros dégâts au potager. En plus, on en voulait à ces lapins parce que les garennes étaient des réserves qui étaient destinées à la reproduction des lièvres et surtout des dits lapins sauvages, dirais-je, que l'on opposait donc aux lapins des clapiers qu'on appelait les lapins de chou. Et les paysans étaient très frustrés de ne pas pouvoir supprimer tous ces lapins proliférants. Donc ils n'ont pas attendu le texte de la loi pour penser que la chasse leur a été autorisée et cette fois-ci, pas en se contentant du furet ou du bâton. Ils ont effectivement massacré tous les lapins. Et tout le gibier. Hein, et tout le gibier, oui. Jamais les Français n'ont autant chassé, absolument. N'ont été aussi nombreux à chasser. Ni ainsi en joie. Ils se sont emparés également du gibier qui était dans les réserves seigneuriales. Par exemple, même les oiseaux du parc, les oiseaux exotiques du parc de Condé, ils sont passés. Ils ont massacré l'ensemble de ces chiens, l'ensemble de ces rapaces. Bref, ça a été la grande fête du gibier pour les paysans. D'où la nécessité d'une loi dès 1790 qui autorise la chasse à tout le monde à condition d'être propriétaire. Seuls les propriétaires avaient droit de chasse. Ça s'était élargi, c'est plus seulement la noblesse, mais tous les propriétaires. Cette condition est extrêmement importante puisqu'elle lie l'exercice de la chasse à la protection des récoltes. Mais tous les révolutionnaires n'étaient pas sur cette longueur d'onde. Par exemple, Robespierre envisageait que tout le monde pouvait chasser n'importe où. La chasse pour tout le monde. Et si effectivement on a fait marche arrière, c'est à cause du fusil. On a peur de ce que ferait une population qui serait dont tous les membres seraient en possession de fusils. Et on s'est dit, en réglementant, en associant la chasse à la propriété, on va au moins mettre le fusil entre les mains de gens qui sont responsables, puisqu'ils ont une propriété, ils paient des impôts, donc ils sont solvables s'il y a un délit. C'est toute cette idée de pouvoir encadrer la détention des armes à feu. Et en fait, ça va guider l'ensemble des lois concernant la chasse, tant dans ce début du 19e siècle que dans la seconde moitié du 19e siècle. Et nous vivons en grande partie actuellement sur ce régime-là. On vit sur une loi qui date de 1844 et alors qui voit apparaître une quantité de choses qui existent encore. En fait, peu de choses ont changé depuis cette loi. D'abord, la définition d'une période légale qui est fixée chaque année, c'est-à-dire l'ouverture de la chasse. Oui, et qui est fonction de la reproduction des animaux. Il ne faut pas gêner la période des amours, il ne faut pas gêner la période d'élevage des petits. Donc, progressivement, au fur et à mesure... Des récoltes aussi, peut-être. Des récoltes également. Au fur et à mesure qu'on connaîtra mieux les espèces, on ne s'arrêtera pas seulement à la protection des récoltes. Il faut que la moisson soit engrangée, battue, etc. On regardera de mieux en mieux le cycle de reproduction des animaux. Et par conséquent, au lieu d'avoir une date unique, on va faire varier cette date selon l'espèce qui est principalement chassée dans la région. Et ça pose des problèmes parce que souvent, les chasseurs prennent la date qu'ils jugent la plus favorable, qui n'est pas forcément la date qu'a retenue le préfet. Donc il y a des contentieux opposant les chasseurs et les politiques à ce sujet, ce qui explique le développement d'une représentation des chasseurs à l'intérieur des conseils municipaux, mais également des conseils généraux, ce qui donne une dimension politique au lobby des chasseurs. Autre innovation de cette loi très importante, celle de 1844, un permis de chasse. Oui, alors le permis de chasse vise effectivement à encadrer la détention de l'arme. On sait qui possède cette arme et cela donne la possibilité de tuer. Le permis de chasse à l'origine est très mal perçu parce que, comme le droit de chasse est accordé à tous les propriétaires, beaucoup de chasseurs ne voient pas pourquoi ils devraient payer ce permis qu'ils perçoivent comme une taxe supplémentaire. C'est aussi un peu ce que c'est, parce qu'on est dans une période de gouffre budgétaire et les recettes qu'apporte le permis ne sont pas négligeables. Alors, depuis cette loi de 1844, beaucoup d'innovations ont été apportées dans cette réglementation.
le règlement des méthodes, notamment l'usage des filets, l'établissement de plans de chasse pour préserver les espèces menacées, provoquant d'ailleurs depuis un siècle un conflit récurrent entre les défenseurs des animaux et ceux qui les chassent. France Inter, Alain Le Gouguec, le 19 juillet 1998. Écologistes contre chasseurs, c'est un thème récurrent. Alain Bougrain-Dubourg et 200 militants écologistes sont venus perturber ce matin dans le Pas-de-Calais 500 amateurs de gibier d'eau. France Inter. Ça s'est passé dans la réserve naturelle du Platier-d'Oie. Pour Alain Bougrain-Dubourg, tout le problème est là. Les réserves naturelles doivent être protégées contre les fusils. La loi n'a jamais autorisé à chasser dans une réserve. Alors si les chasseurs vous disent ça, c'est que ce sont des menteurs. De toute façon, si ce n'est pas réglé par la région, ça le sera par l'Europe. La France et chacun d'entre nous, citoyens français, va payer assez cher les abus de quelques excités de la gâchette. Louis Saint-Guillain, de son côté, le vice-président des chasseurs maritimes du Nord-Pas-de-Calais, se retranche derrière la décision des députés français, décision qui fait fi d'une directive européenne. Louis Saint-Guillain. Le problème est quand même un problème de fond. On nous parle de directive qui a été faite en 79. La chasse, c'est 23 000 emplois, c'est 15 milliards de chiffre d'affaires. Et contrairement aux Hollandais, nous en France, on est quand même beaucoup plus fiers qu'eux. On n'a pas légalisé la drogue. Et c'était en 1998, un épisode de la guerre qui se livre depuis des années, les adversaires de la chasse et les chasseurs, toujours ainsi impopulaires, et qui n'ont plus qu'une carte à jouer, dites-vous André Corvol, c'est la régulation. Effectivement, certaines espèces ont été dont la diminution des effectifs était préoccupante, ont été protégées. Certaines espèces qui étaient éteintes ont été réintroduites grâce aux importations. Ces mesures de protection se sont révélées nécessaires, mais certaines ont presque trop bien réussi, puisque certains animaux, comme le sanglier, est devenu proliférant. Il est d'autant plus proliférant qu'il résulte de l'élevage. Ces sangliers qui ont été relâchés se révèlent plus féconds que leurs lointains ancêtres, et donc il faut absolument réussir à les réguler, car ils font de gros dégâts, tant par les chocs automobiles qu'au niveau de l'agriculture et surtout que la forêt. Mais ça, les citadins que sont maintenant devenus la majorité des Français, donc plus loin de la nature, ne se rendent pas forcément compte, ne se rendent pas compte des dégâts que peuvent provoquer des espèces proliférantes, comme vous le dites, et la nécessité, pour ce qui concerne par exemple les sangliers, de les chasser. Ils s'en rendent compte le jour où ils emplafonnent avec leur voiture un sanglier. Ils constatent que la voiture, à ce moment-là, elle reste sur place et que peut-être, effectivement, il y a un problème de gibier. Ils s'en rendent compte également quand ils voient fleurir le long des routes et autoroutes l'indication des passages de gibier. Alors, même la Commission européenne reconnaît que c'est utile, la chasse. Cela dit, les chasseurs sont de moins en moins nombreux. Vous le rappelez, il y en avait 2,3 millions en 1974, 1,4 million seulement aujourd'hui, et une moyenne d'âge élevée, 62 ans en moyenne. Est-ce que la chasse a encore un avenir ? Je pense que la régulation est une nécessité, même si elle ne peut pas être faite par les chasseurs, elle peut être également faite par des professionnels. C'est ce que l'on voit déjà, et c'est la situation qui est installée tant en Allemagne qu'en Suisse. Donc la chasse ne doit pas soulever les cris d'effroi que cela soulève chez certains citadins. Le vrai problème, c'est que les chasseurs ne chassent pas forcément les gibiers qui sont proliférants, et chassent surtout des gibiers d'élevage. Merci André Corvol. Je rappelle que votre dernier livre, Histoire de la chasse, vient de paraître chez Perrin. À lire aussi Le petit roman de la chasse de Bruno de Sessol, publié aux éditions du Rocher. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants: Le Seigneur de guerre, un film de Franklin Schaffner, La Reine Margot de Jean Dréville en VHS chez René Château Vidéo, et L'été de la Révolution de Lazare Iglesias, disponible en DVD chez LCJ Éditions. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Fabrice Desmaz et Julien Dumont, documentation et archives Camille Pouc-Jalaguier, Frédéric Martin et Franck Olivard, une émission de Patrice Gélinet réalisée par Jacques Sigal. Demain, dans 2000 ans d'histoire, le schisme de Monseigneur Lefebvre.